29 mai, il est 13 heures à Bamako, la même heure à Tombouctou. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Une présentation de Bourama Traoré et Fatou Djabi, et bonjour à tous. Réformer pour mieux gouverner, le ministère de l'Environnement partage ses priorités avec les partenaires techniques et financiers. Des partenaires également mobilisés pour promouvoir des semences locales, une alternative pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Au Soudan, une épidémie de choléra fait 70 morts en 2 jours à Khartoum, la capitale, selon le ministère de la Santé, qui comptabilise 1000 nouveaux cas. Dubaï enregistre une température record de 51,6 degrés, la plus élevée jamais mesurée sur la planète au mois de mai, une parfaite illustration de la multiplication des vagues de chaleur à travers le monde. Au tournoi UEFA en Mauritanie, les Maliennes affrontent aujourd'hui les Sierra-Léonaises en demi-finale. La leçon du sport porte sur l'arbitre de football qui veille à l'application des lois du jeu. Les couples s'unissent et se séparent. Le divorce devenu un phénomène banal et dans le viseur de la chronique judiciaire qui aborde les différentes formes de ce mal social. Et c'est tout pour les titres. Le ministère en charge de l'environnement partage ses priorités avec les partenaires techniques et financiers. Elle s'articule autour des réformes institutionnelles transversales pour une meilleure gouvernance environnementale. Oui, l'exercice entre dans une logique de performance et de redevabilité, à l'issue duquel le département de tutelle souhaite bénéficier de l'adhésion des TPF. Le compte-rendu de Mamadou Fani. Le Mali et ses partenaires se mobilisent sur les priorités de l'État dans le secteur de l'environnement. Les changements climatiques obligent aujourd'hui une riposte à la hauteur des défis et les partenaires techniques et financiers sont sollicités pour accompagner notre pays dans ses priorités en matière d'environnement et de changement climatique. D'où cette rencontre d'échange avec ceci. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette rencontre intervient à un moment décisif pour notre pays. C'est pourquoi le MEADD a défini en début d'année les priorités stratégiques pour renforcer son rôle de pilote de la transition écologique, moderniser son fonctionnement et améliorer l'impact de ses actions. Ces priorités s'articulent autour de réformes institutionnelles transversales pour une meilleure gouvernance environnementale et de domaines techniques à fort potentiel d'impact tels que le climat, biodiversité, économie verte, gestion de l'eau, éducation environnementale, etc. L'impact des changements climatiques sont perceptibles avec comme conséquence les inondations, la déforestation, l'impact de leur péage, entre autres. Il faut donc une synergie d'action pour venir à bout de ces phénomènes. Malé Diop, représentant résident du PNUD au Mali, chef de file des partenaires techniques et financiers. Leur faible niveau d'opérationnalisation et de cohérence recommande aujourd'hui que des actions urgentes soient entreprises pour optimiser l'accompagnement des partenaires. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer la définition d'une feuille de route sur la manière dont les partenaires pourraient accompagner le gouvernement de manière coordonnée et efficiente dans la mise en œuvre des priorités définies dans les plans et stratégies nationaux, l'instauration de la tenue régulière de réunions conjointes afin de créer un cadre permanent d'échange et de partage entre le département de l'environnement et le groupe thématique des PTF que nous constituons. La rencontre a permis d'avoir une convergence de vie entre le Mali et ses partenaires. Les partenaires techniques et financiers ont renouvelé leur disponibilité à accompagner notre pays. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agissait des PTF, accompagner notre pays à faire face aux défis environnementaux et à protéger nos ressources naturelles. Des partenaires également mobilisés à soutenir le Mali dans la promotion des semences locales. Oui, producteurs, experts et partenaires se rencontrent donc à Bagneda pour parler de la défense et de la valorisation des semences maraîchères. C'est à l'occasion de la toute première foire organisée à cet effet. Notre envoyé spécial est Maïmouna Guindo.
À Baguineda, une localité où l'agriculture est à la fois un mode de vie et un pilier économique, les semences maraîchères paysannes occupent une place stratégique. C'est justement pour leur redonner toute leur valeur que l'Union nationale des coopératives des planteurs et maraîchers du Mali, UNCPM, a lancé à Baguineda une foire dédiée à ces semences locales et pour cause, la souveraineté alimentaire. Abdoulaye Bamba, directeur de l'Union nationale des coopératives de planteurs et maraîchers du Mali. On s'est dit que la semence est essentielle pour la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire. Et maintenant, nous savons que la semence est un problème très sérieux dans la mesure où on peut dicter, on peut changer le génome de la semence, avoir des organismes génétiquement modifiés. Personne ne sait quel est leur impact sur l'organisme qui va les consommer, entre autres. Donc, en voyant tout cela, on s'est dit que dans le sens du développement de la souveraineté alimentaire, faisons en sorte que nos semences locales soient valorisées et reconnues par les autorités. Le représentant de la Direction nationale de l'agriculture n'a pas manqué de souligner les nombreux défis auxquels fait face le secteur maraîcher au Mali. Souleymane Barayogo, représentant de la Direction nationale de l'agriculture. Ces semences qui sont l'héritage de plusieurs années de savoir agricole représentent une solution durable aux défis actuels. Défis dont on peut citer entre autres un cadre juridique inadapté. Nous avons des problèmes de financement et d'organisation. Comme enjeu, nous avons la souveraineté alimentaire à atteindre. Les travaux à venir sont nombreux. Nous pouvons citer la mise en place d'un catalogue de semences paysans, l'adoption de la nouvelle politique nationale sémencière qui est en cours d'élaboration. Samaratou Touré, exposante. On est venu ici aujourd'hui présenter les semences et présenter les produits agroécologiques qui rentrent dans la conservation des semences paysannes. On a les semences de gombo, les semences d'aubergines locales, on a les semences de tomates, on a les semences de l'aubergine aussi. Les échanges ont permis de faire émerger des pistes concrètes pour renforcer la place des semences maraîchères paysannes dans l'agriculture malienne. L'UNCPM espère faire un pas de plus vers une souveraineté semencière nationale enracinée dans le pouvoir paysan. Nous restons dans le domaine de l'agriculture. À Tombouctou, la FAO remet un important lot d'équipements agricoles et des semences à l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine. Fatou Diaby. Oui, Broma Traoré, ces équipements agricoles et semences sont destinés aux producteurs de la zone d'intervention de l'Office pour mieux préparer la campagne agricole. À ce geste s'ajoute aux 10 tonnes de semenceries financées sur budget national. De la Cité du Savoir, une correspondance de Najim Babasissé. En remettant ces matériels agricoles et semences à l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine, la FAO entend assister les producteurs de la zone de l'Office impactés par les inondations en 2024, tout en les aidant à mieux préparer la campagne qui s'annonce. D'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA, ce don est en lien avec la politique de l'organisation, celle de soutenir les populations en matière d'alimentation et de l'agriculture. El Hadji Atara, chef de bureau de la FAO Tombouctou. Ces inondations ont créé beaucoup de dégâts sur les actifs de production. Donc ce qui a amené la FAO à travers un plaidoyer du système Fagibine à appuyer les populations vulnérables de cette zone d'intervention de la région, car c'est une zone qui a reçu à la faveur de la crue excessive assez d'eau pour distribuer en tout cas ces intrants aux populations vulnérables. Le directeur général de l'Office est comblé par un tel geste dont les enjeux sont connus pour des producteurs qui ont été résilients face aux effets du changement climatique. Bouré Massadou Ongoiba, directeur général de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine. Cette donation va nous permettre d'atteindre certains de nos objectifs à travers en tout cas une augmentation de superficie et aussi à l'accès aussi des semences de qualité. Les bénéficiaires sont estimés à 825 personnes, majoritairement des jeunes et des femmes maraîchères. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Cette donation, dont la valeur est estimée à 18 millions de francs CFA, est composée de arrosoir 825, binette 825, engrais organique 20 tonnes 650 et une quantité importante de semences fines, notamment de choux,
laitue, gombo, oignons, tomates, carottes, aubergines, échalotes et amarantes. Il sera question de la mise à disposition par l'État de 10 tonnes de semences de riz acquises sur le budget national d'un montant de 8 millions de francs CFA. Après avoir remercié le donateur, le directeur de cabinet a instruit aux responsables de l'office de faire une bonne répartition du don afin d'atteindre les bénéficiaires et contribuer à leur relèvement. Tombouctou Najim Baba Sissé, Mahmoud Askofare pour l'ORTM. Hors des frontières maliennes, célébration hier à Lagos, au Nigeria, des 50 ans de la CEDEAO. Un jubilé célébré en toute sobriété. Seuls une poignée de chefs d'État se sont déplacés pour ce cinquantenaire de l'organisation sous-régionale. À 90 ans, le Nigérian Yakubu Gowon était à l'honneur en tant que dernier père fondateur vivant. Les pays membres de l'organisation ont réaffirmé dans la capitale économique du Nigeria leur volonté de réussir l'intégration régionale malgré les difficultés et les objectifs non atteints. Au Sénégal, partis politiques et représentants de la société civile débattent depuis hier des mesures à prendre pour consolider la démocratie. Jusqu'au 4 juin, 800 participants sont réunis pour un grand dialogue national sur les systèmes politiques sénégalais. Parmi les thèmes abordés, la rationalisation des partis politiques ou encore la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle pour plus d'indépendance. En Guinée, la Cour d'appel de Conakry a confirmé la condamnation d'Ali Ouba. Le président du parti Modèle avait été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation envers le chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Et pendant ce temps, au Soudan, une épidémie de choléra fait 70 morts en 2 jours à Khartoum, la capitale. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministère de la Santé. Dans un communiqué, le ministère comptabilise 942 nouvelles infections et 25 morts pour la journée de mercredi après plus de 1000 nouveaux cas enregistrés. En Centrafrique, l'Assemblée nationale vient de voter par acclamation la loi remaniée sur la liberté de la presse et de la communication dans les pays. Aussitôt après cette adoption par les élus de la nation, plusieurs professionnels des médias ont vivement protesté contre certaines dispositions, dont la réintroduction du délit de presse. Avec cette loi, les autorités veulent régler l'espace médiatique centrafricain. Avant la promulgation de cette loi, le président de la République recevra le 31 mai prochain les professionnels des médias lors d'un déjeuner de presse. Au même moment, Brahma Traoré, en Afrique du Sud, un tribunal a condamné aujourd'hui une mère à la réclusion à perpétuité pour avoir vendu sa fille de 6 ans. La mère et ses 2 co-accusés ont été condamnés à la peine maximale de perpétuité pour traite d'êtres humains et à 10 ans pour enlèvement, a déclaré le juge. En Allemagne, c'est un nouveau tour de vis sur l'immigration. Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz a adopté hier des projets de loi visant à limiter la migration. Première mesure, la suspension durant 2 ans du regroupement familial pour les réfugiés n'ayant pas obtenu l'asile. Deuxième mesure, la suppression des mécanismes de naturalisation accélérée qui avaient été introduits par le précédent gouvernement d'Olaf Scholz. Enfin, le gouvernement donne son aval à l'inscription dans la loi que l'Allemagne veut limiter la migration et non pas la contrôler, comme c'est le cas actuellement. Et aux États-Unis, le président Donald Trump a subi hier un nouveau camouflet judiciaire. Le tribunal de commerce international des États-Unis a bloqué les droits de douane dits réciproques imposés depuis début avril sur l'ensemble des produits entrant au pays. Si les 3 juges du tribunal ne contestent pas dans leur décision la possibilité pour les États-Unis d'augmenter les surtaxes imposées sur ces importations, ils ont estimé que ces dernières relevait d'une prérogative du Congrès que Donald Trump avait outrepassé les pouvoirs dont il dispose. En Russie, la 13e réunion internationale sur la sécurité s'est ouverte hier à Moscou. Des hauts représentants de la sécurité de plus d'une centaine de pays sont présents dans la capitale russe pour débattre de la problématique. La rencontre s'achève ce jeudi. Aux Émirats arabes unis, Dubaï a enregistré samedi dernier une température record de 51,6 degrés, la plus élevée jamais mesurée sur la planète au mois de mai. Elle illustre la multiplication des vagues de chaleur à travers le monde. L'Organisation météorologique mondiale anticipe que le réchauffement climatique pourrait dépasser plus 1,5 degré d'ici à 4 ans. Un seuil crucial fixé par l'accord de Paris sur le climat adopté il y a 10 ans. Sport au tournoi UEFA A en Mauritanie, les Aigles Dames affrontent ce jeudi leurs homologues sierra-léonaises en demi-finale.
Et en basketball, la deuxième journée du championnat national play-off se joue cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Thioune. Champion national de basketball de première division, le Palais des Sports Salamatou Maïga vibre au rythme de la phase play-off du championnat. Cet après-midi encore, en dames, le Samadin Bako retrouve le Djoliba et en messieurs, le Samadin croise le fer avec le CRBT. Il s'agit de la deuxième journée. Hier, au cours de la première journée, le Samadin de Bako a reçu son entrée en matière en s'imposant devant le Djoliba 82-55. Le SAD a maîtrisé son sujet de bout en bout. Les cartons ont été gagnés 21-10, 43-30, 67-45 et 82-55. Chers et messieurs, le Samadin de Bako a dominé le CRBT de Tombouctou 68-63. L'équipe de Tombouctou a mené les deux premiers cartons 18-16, 38-34 avant de se faire avoir par le Samadin de Bako pendant les deux derniers cartons. Les cartons gagnés 54-45 et enfin 68-53. Le calendrier prévoit 5 matchs et l'équipe qui aura reçu a gagné 3 sera sacrée championne du Mali. Les matchs s'étendent du 28 mai au 2 juin au Palais des Sports. Football féminin, les Aigles dames jouent ce jeudi en demi-finale du tournoi UFOA en Mauritanie. Les Maliennes affronteront leur homologue de la Sierra Leone. La deuxième demi-finale se jouera entre le Sénégal et le Libéria. Les Aigles dames profitent de cette compétition pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se jouera en juillet prochain au Maroc. Elles sont en football féminin pour parler des moins de 20 ans. Le Mali s'apprête à disputer 2 matchs amicaux contre l'équipe nationale de moins de 20 ans du Maroc. Ces rencontres auront lieu au stade de Konaté demain vendredi 30 mai et le mardi 3 juin. Athlétisme, la record-woman du monde du saut en hauteur. Maochik de retour à Charletti pour le meeting Ligue de Diamant de Paris. Un an après avoir battu le vieux record du monde du saut en hauteur, l'Ukrainienne Maochik revient à Charletti pour le meeting Ligue de Diamant de Paris le 20 juin prochain. Maochik avait fait tomber un record historique à Charletti. Après avoir porté son record d'Ukraine du saut en hauteur à 2,07 m, elle franchissait une barre de 2,10 m au premier essai, effaçant des tablettes le record du monde mythique de 2,09 m de la Bulgare Konstantinova, établi en 1987 au championnat du monde de Rome. C'était le 7 juillet 2024. Quasiment un an après la championne olympique et du monde, elle reviendra à Paris. Elle retrouvera notamment l'Australienne Eleanor, championne du monde en 2022. Et nous restons avec Isaac Thioune pour parler de la leçon du sport. Elle porte ce jeudi sur l'arbitre de foot. Oui, comme vous le savez, chaque match se dispute sous le contrôle d'un arbitre qui veille à l'application des lois du jeu. Explication. L'arbitre de football a pour rôle principal de faire respecter les règles de jeu et de veiller au bon déroulement d'un match. Ibrahim Aboubakar Haïdara, Institut national des arbitres, nous précise. L'arbitre est responsable de l'application des lois du jeu dans la lettre et l'esprit. Il prend des décisions au mieux de ses capacités, conformément aux lois du jeu et dans l'esprit du jeu. Avant que le jeu ne reprenne, un arbitre peut toujours revenir sur une décision prise s'il réalise qu'elle est incorrecte ou après avoir consulté un des autres arbitres. L'arbitre est l'autorité ultime sur le terrain et prend des décisions finales et applique des sanctions tout en étant impartial. Un arbitre a autorité pour imposer des sanctions disciplinaires à partir du moment où il pénètre sur le terrain pour l'inspection d'avant-match et jusqu'à ce qu'il le quitte après la fin du match, séance de tir au but compris. Les décisions d'un arbitre sont irrévocables, nous dit l'Institut national des arbitres Ibrahim Aboubakar Haïdara. Les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat du match. Les décisions de l'arbitre et de tous les autres officiels de match doivent toujours être respectées. En cas d'infraction, l'arbitre peut distribuer des cartons, des sanctions ou des exclusions selon la gravité de la faute. Un arbitre peut montrer un carton jaune ou rouge à l'encontre des officiels d'équipe qui n'ont pas un comportement responsable. Si la personne fautive ne peut être identifiée, c'est l'entraîneur principal qui se verra infliger la sanction. L'arbitre doit veiller à la sécurité des joueurs et intervenir en cas de blessure grave ou de comportement dangereux. Chronique judiciaire. S'unir pour le meilleur et pour le pire semble se résumer aujourd'hui à sa seule expression. Les couples se font et se défont. Le divorce est devenu un phénomène banal dans notre société. En droit malien, il se définit comme la rupture du lien conjugal prononcée par le tribunal à la demande d'un des époux. On distingue plusieurs formes de divorce. Découvrons-les dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérou.
Chaque année, des milliers de couples au Mali mettent fin à leur union. Presque banalisé, le divorce n'est plus un tabou comme c'était dans le passé. Pour un oui ou un non, il se précipite devant un juge et le mariage vole en éclats. Maître Mariam Benikro Traoré, avocate. C'est le tribunal qui prononce le divorce. Mais pour présenter une demande de divorce devant un juge, il faut avoir un acte de mariage dûment établi devant l'officier d'état civil. Plus ou moins antagonique, nous avons en droit malien plusieurs cas de divorce. Les époux peuvent décider de divorcer par consentement mutuel. Dans ces cas, ils vont présenter une demande conjointe au tribunal. Et cette demande conjointe est accompagnée d'une convention de divorce. Cette convention va régler le sort des biens du couple, de même que le sort des enfants du couple. Les très jeunes couples ne sont pas autorisés à demander, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas fait 6 mois de mariage ne sont pas autorisés à venir devant le juge solliciter un divorce par consentement mutuel. Et après le délai de réflexion aussi, le couple a un délai maximum de 6 mois pour renouveler. Si après le délai de réflexion, vous faisiez 6 mois sans venir renouveler votre demande de divorce, la première demande est caduque. Nous avons aussi le divorce par altération du lien conjugal. Ça, c'est une forme de divorce pour les couples séparés, de fait plus de 3 ans. Ça peut être pour des raisons d'abandon, ça peut être pour des raisons de voyage, ça peut être pour des raisons professionnelles dans un autre État ou bien une autre région. L'autre est en droit de demander le divorce pour rupture de la vie commune. Mais la loi continue pour dire que le conjoint qui pense que la rupture est insupportable pour elle, pour des raisons de santé, vu l'âge du mariage, même sa situation morale, peut s'opposer à ce divorce pour une rupture de la vie commune. À côté de ces divorces hybrides, nous avons les divorces pour faute. Plus conflictuels, les divorces pour faute impliquent une procédure plus longue. Là, les causes de divorce sont définies par la loi. Il suffit de regarder le 352 du Code des personnes et de la famille. Et si l'une des causes est là, l'autre conjoint peut demander le divorce. La loi dit quand il y a excès et injure grave et répété, l'un des époux peut demander le divorce. S'il y a un refus pour l'autre aussi de satisfaire ses obligations essentielles pour le mariage, vous pouvez demander le divorce. Et quand il y a une condamnation à une peine grave. Comment un juge tranche par exemple la garde des enfants, le partage des biens et la pension alimentaire? La loi dit que la garde revient à l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé. Mais cette garde accordée par le juge, c'est une mesure provisoire et à tout moment, la garde peut être modifiée. Si on prend la charte africaine sur le bien-être de l'enfant, c'est-à-dire les enfants qui ont au moins 14 ans, on peut les écouter pour savoir avec qui ils veulent rester. Mais en pratique, les gens se gênent. Faire venir un enfant pour dire vous voulez rester avec papa ou bien vous voulez rester avec maman, les gens se gênent un peu. Parce que l'autre va se dire puisque vous avez choisi l'autre, sinon ce n'est pas interdit. Le divorce a des conséquences sociales et économiques. En matière de divorce, personne ne gagne. Les 2 époux sont perdants, de même que les enfants. Quand on est marié, la femme est soumise au devoir d'obéissance. Le mari doit protection à sa femme. Les époux se doivent respect, fidélité, protection mutuelle. Tous ces devoirs disparaissent. La femme qui obtient le divorce, c'est-à-dire si le divorce a été prononcé au profit de la femme, non seulement en fonction de la précarité après le divorce, elle peut demander une pension alimentaire à l'époux qui a les moyens. Et ce dernier est tenu de verser le montant fixé par le juge jusqu'à son remariage pendant un délai de 5 ans. Et si le divorce est prononcé au tort exclusif du mari aussi, elle peut demander réparation. Et le montant, c'est le juge qui l'apprécie. Le mariage peut être dissous par la mort d'un des époux ou par le divorce légalement prononcé. Bien au-delà d'un simple acte juridique, le divorce laisse des cicatrices invisibles, des cœurs brisés et parfois ce sont des enfants sous le choc, égarés entre 2 mondes. Voilà, sur ce, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Mise en onde par Absé Traoré et Fousseini Sissoko. Mise en ligne à Madisso. Au micro, nous sommes au Brahma Traoré. Et Fatou Djabi. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.